Dans la peau d'un chercheur, un podcast de l'Université de Picardie Jules Verne. Notre invitée du jour est Camille Ambrosino, doctorante en histoire de l'art et membre des unités de recherche TRAM et DIRAS. Bonjour Camille, merci d'être parmi nous pour ce nouvel épisode de notre podcast. Bonjour. On se tutoie ou on se vouvoie, Camille ? On se tutoie. Bon, parfait. Dans ce cas-là, je te laisse te présenter à nos auditeurs et nous parler un petit peu de ton parcours à l'UPJV. Alors, je m'appelle Camille Ambrosino, je suis doctorante en histoire de l'art en co-tutelle entre l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens et l'Université de Gênes, sous les directions des professeurs Philippe Sénéchal, qui est professeur en art moderne, en histoire de l'art moderne, et Clario Di Fabio, qui est, lui, professeur d'histoire de l'art médiéval. Mon travail de recherche s'inscrit au sein des unités de recherche TRAM et DIRAS, comme tu viens de le dire, et porte sur la sculpture polychrome en Italie entre le XIIIe et XVe siècle. Plus précisément, c'est pas réellement la sculpture polychrome. Ma thèse interroge la place de la polymatérialité et de sa polychromie, en croisant histoire des techniques, polymatérialité, transfert artistique et performativité des matériaux. Depuis 2023 à peu près, j'enseigne en tant que chargée de cours à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France à Cambrai. Et depuis pratiquement le début de ma thèse, j'enseigne aussi, je suis chargée de TD à l'UPJV, à la faculté d'art d'Amiens. J'ai également eu la chance d'être chargée d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris pendant 4 ans, où j'ai pu vraiment découvrir le monde de la recherche. Alors, mon parcours universitaire, il est un petit peu particulier puisque j'ai commencé d'abord dans une formation en art appliqué après un bac scientifique. Donc, j'étais en design graphique et médias numériques et ça m'a fait découvrir réellement les supports, la matérialité. Ça m'a progressivement dirigée vers une réflexion particulière et beaucoup plus large sur l'image et sa matérialité, sa construction et sa réception. C'est comme ça que je me suis naturellement dirigée vers une licence en histoire de l'art juste après, en intégrant une licence, puis un master toujours à l'UPJV. J'ai aussi eu la chance d'étudier à Rome à la Tor Vergata lors d'un échange Erasmus en licence. Et c'est une expérience qui a réellement renforcé mon intérêt pour la culture visuelle et les circulations artistiques en Méditerranée. Et après ça m'a permis de réfléchir à un nouveau sujet de recherche pour mon mémoire, consacré à la représentation du tireur d'épines dans l'iconographie médiévale et orientale, mais aussi occidentale, qui a marqué un réel tournant dans mon approche de la recherche. Ça m'a permis d'explorer en fait et de comprendre les transferts artistiques entre l'Antiquité et le Moyen-Âge dans le bassin méditerranéen. Ça m'a aussi permis de mettre en place des méthodologies qui croisent l'analyse iconographique, l'histoire des matériaux et la circulation des savoir-faire. Donc là, on est revenu sur toutes tes missions et donc tout ce que tu as mené au cours des dernières années. Et donc, quand on travaille sur une thèse comme la tienne, à quoi ressemble une journée type ? Alors, j'ai pas réellement de journée type à proprement parler. J'ai, on va dire, des habitudes de travail que j'adapte selon les journées, selon ce que je dois faire, surtout selon les impératifs. Donc, généralement, ma journée, on va dire type, dans l'idéal, c'est d'écrire tôt le matin. Mon cerveau, je ne sais pas pourquoi, est plus ordonné, on va dire, entre 6h du matin et 11h. Et c'est le moment où je suis le plus prolifique et où j'écris le plus. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je me lève assez tôt pour pouvoir être au travail entre 6h30 et 7h. Et de 6h30, 7h jusqu'à 11h, je me force, entre guillemets, à rédiger. Passé 11h jusqu'à à peu près 16h, je n'écris plus et je fais tout ce qui est lié aux recherches, s'il manque des recherches bibliographiques, si je dois approfondir des choses, à la correction aussi de mes travaux. Et c'est là aussi que j'essaie de placer un maximum de préparation pour les cours, pour la correction des travaux des étudiants, etc. Si j'ai des rendez-vous, par exemple, en centre de documentation, d'archives ou je ne sais quoi, ou dans des musées, peu importe, j'essaie de mettre ces rendez-vous à ce moment-là, puisqu'en fait, c'est le moment où, étrangement, je n'arrive plus à écrire, à organiser ma pensée, on va dire. Et c'est pour ça que je coupe comme ça ma journée. Je la scinde en plusieurs parties. Et j'essaie, à partir de 16h, de me remettre à l'écriture. Et généralement, entre 16h et 20h, je réécris. Sinon, quand c'est des journées où, par exemple, je fais cours,
j'inverse totalement puisque j'ai cours généralement le matin à Cambrai. Donc, je travaille, j'essaie de travailler tant bien que mal dans le train. Et là, par contre, c'est pas de la rédaction. C'est vraiment du traitement de données. Je remets en place, je remets en ordre ma bibliographie, par exemple, je fais de la mise en page. Enfin, des petites tâches, en fait, que j'ai pas spécialement envie de faire à la maison et que, et que je peux faire dans le train qui s'adapte tout à fait, en fait, à ça. Mais sinon, voilà, j'ai pas vraiment de journée type. La seule chose que je fais, si c'est des listes dans ma journée de tâches à faire. Alors, j'avais le problème en début de thèse de faire des listes à rallonge, puisqu'au fur et à mesure que je faisais des choses, j'avais de nouvelles tâches, entre guillemets, qui me venaient en tête. Sauf que ça me désespérait de voir que à la fin de la journée, j'avais coché que 5 choses, alors que ma liste en faisait 20. Donc, j'ai appris à rediviser mon temps et à me dire, il faut accepter le fait qu'on ne peut pas répondre à tout dans la journée. Il faut un temps pour l'administratif, il faut un temps pour la rédaction, un temps pour la recherche, etc. Donc, j'essaie d'organiser comme ça mon temps avec tout ça en cochant mes petites cases au fur et à mesure. Et c'est très encourageant, je trouve, de voir qu'on termine nos listes au fur et à mesure. C'est ça, ça donne un objectif. Et là, puisqu'on est en train de parler d'organisation, tu disais tout à l'heure que tu menais une thèse en co-tutelle. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça implique concrètement d'être en co-tutelle ? Alors, quand on est en co-tutelle, comment dire ? On a en fait un contrat de thèse, entre guillemets, entre 2 universités. Donc, au début, à la première inscription, avec les 2 directeurs de thèse, donc pour ma part, dans chaque pays, un en France, un en Italie, on se met d'accord sur le temps de suivi de chacun des professeurs. Donc, moi, je suis suivie à 50% par chacun des professeurs. Donc, c'est plutôt une bonne chose, on va dire, c'est plus simple comme ça. Mais ça implique que j'ai dû passer aussi du temps en Italie à l'université à Gênes. Donc mes 3 premières années de thèse ont été divisées entre la France et l'Italie, puisque je faisais un semestre en France à peu près et un semestre en Italie. Dans ce semestre en Italie, j'étais pas obligée. Alors, la première année, j'ai été obligée de rester à Gênes pour plusieurs raisons, notamment le Covid, etc. Mais aussi parce que je devais valider des crédits pour l'école doctorale en suivant des formations, des séminaires, etc. Donc, j'ai profité, entre guillemets, de la crise Covid pour suivre un maximum de cours, qu'ils soient distanciels ou même présentiels, parce qu'on avait des choses en présentiel, pour valider tout ça et m'en débarrasser, entre guillemets, au plus vite, pour que mes 2 séjours longs, puisque c'était à peu près entre 6 et 8 mois à chaque fois, je puisse enchaîner les recherches. Donc, c'est la seule chose qui change, entre guillemets, par rapport à une thèse en direction uniquement française, on va dire. C'est que là, on a, entre guillemets, l'obligation, et encore, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Moi, c'est vraiment une volonté de ma part et puis de mes directeurs que je puisse me déplacer sur le territoire italien, puisque dans tous les cas, mon sujet de thèse mon corpus de thèse est situé en Italie. Donc, c'était important que j'aille sur place pour voir les œuvres, etc., voir tous les matériaux de recherche aussi, tant bibliographiques que dossiers de restauration, toutes ces choses-là étaient sur place. Alors, on va revenir un petit peu sur le sujet de ta thèse. Est-ce que tu peux nous en donner l'intitulé et nous donner les raisons pour lesquelles tu as choisi ce sujet-là ? Alors, ma thèse s'intitule « Des couleurs en plus, incrustations et applications dans la sculpture figurative en pierre en Italie septentrionale et centrale vers 1225-1495 ». Donc, ce qui m'a réellement poussée à travailler sur ce sujet, c'est l'intérêt que je porte aux matériaux et aux techniques artistiques dans la sculpture médiévale et renaissante. Dès mes premières recherches, j'ai été frappée par le fait que l'histoire de la sculpture polychrome est largement dominée par des études sur la peinture à proprement parler, qui est appliquée au support, tandis que l'usage des matériaux colorés et incrustés ou rapportés sur d'autres supports restait réellement secondaire, voire marginalisé. Tant dans les analyses d'ailleurs que dans les catalogues d'exposition, etc. Pourtant, ces pratiques étaient réellement essentielles dans la mise en valeur des sculptures, dans leur rapport à la lumière, mais aussi dans les interactions avec le spectateur. J'ai également été intriguée par l'aspect sensoriel et illusionniste qu'apportaient ces différentes techniques sur les sculptures. La volonté de simuler le réel en jouant sur la lumière, les reflets et les textures témoigne réellement d'une réflexion qui était poussée sur la matérialité des œuvres et sur leur réception.
Donc, c'est-à-dire qu'on avait une réelle réflexion de la part, on va dire, des artistes, même si au Moyen-Âge, on ne parle pas trop d'artistes, mais sur la réflexion qu'ils avaient pour la mise en place des matériaux sur la sculpture, tout l'apport esthétique que ça apportait, mais aussi la réflexion qu'il y avait derrière sur la réception que ça pouvait avoir sur les fidèles et les dévots, puisque dans ma thèse, je parle surtout de sculptures liturgiques, enfin de mobilier liturgique, de sculptures religieuses, etc. J'ai très peu de sculptures à destination, on va dire, civile dans mon sujet. Donc ça permet en fait des questionnements sur pourquoi les artistes de cette période choisissaient d'enrichir les sculptures avec des incrustations en verre, en pierre, en métal, en céramique, etc. Comment ces ajouts aussi modifiaient la perception des œuvres et surtout pourquoi ces techniques, autrefois omniprésentes, ont été tellement effacées que nos regards, on va dire, contemporains, les ont complètement obstrués et oubliés. Sinon aussi, mon sujet de recherche est né d'une volonté réelle d'explorer les facettes méconnues de la sculpture figurative, en mettant en lumière non seulement la dimension matérielle, mais aussi leur histoire, leur transformation et la réception de ces inserts et de ces différentes techniques polymatérielles à travers les siècles. Ce choix s'est aussi imposé de manière naturelle au regard de mon parcours, puisqu'en fait, ma formation m'a confrontée à différentes approches. La science, puisque j'ai une grosse partie sur la géologie et notamment le choix des pierres, toutes leurs formes, enfin comment la formation géologique a impacté le regard des artistes pour le choix des couleurs, etc., de ces pierres laissées naturelles. La pratique aussi, les techniques artistiques et surtout les matériaux en tout genre. C'est autant d'éléments qui ont nourri ma réflexion et qui m'ont conduite à m'intéresser aux enjeux de la matérialité en sculpture. C'est donc en prolongeant cette approche interdisciplinaire que je me suis dirigée vers ce sujet qui interroge non seulement les savoir-faire, mais aussi la perception, les notions de lumière, c'est très très important dans mon sujet de recherche, et la façon dont la matière dialogue avec la forme, l'espace sculpté, et surtout le fidèle, le dévot qui est en face et qui doit réceptionner en quelque sorte tous les effets de ces sculptures. D'accord. Et c'est ce sujet-là que tu as choisi d'aborder lorsque tu as participé à ma thèse en 180 secondes, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, lorsque j'ai participé au concours de ma thèse en 180 secondes en histoire de l'art à Fontainebleau lors du festival, j'ai dû choisir un élément de ma thèse, en fait un exemple dans ma thèse, pour arriver à résumer les enjeux de mon sujet de recherche. Donc, j'ai parlé, on va dire, des apports de ma thèse, mais aussi de ce que... j'ai défini réellement ce qu'était la sculpture polymatérielle en quelques mots, en essayant de faire comprendre les effets de performativité, les effets de couleur, de matière, de texture, etc., que cette polymatérialité pouvait apporter sur les sculptures, en prenant l'exemple du tabernacle d'Orsan Michele, qui se trouve à Florence. C'est pour moi l'œuvre qui résume parfaitement, c'est la synthèse parfaite de la sculpture polymatérielle, puisque c'est un immense tabernacle avec des inserts de verre dessus. Donc, il y a plusieurs techniques pour l'ornementation. Donc, on a du verre peint, on a du verre églomisé, du verre teinté dans la masse, etc. Mais on a aussi une réelle, synthèse et addition de différentes pratiques issues tant de l'orfèvrerie que de la sculpture, que de la micro-architecture, etc., qui se mélangent parfaitement dans une harmonie presque parfaite à l'intérieur de cet élément. Et ce qui est très intéressant avec, c'est que comme à l'intérieur, il y a une image miraculeuse, dite miraculeuse, qui est conservée, ça m'a permis de faire comprendre au public ce qu'on entendait par la performativité et tout le travail de liturgie qu'il y a autour. Donc, en fait, la performativité, pour le définir rapidement, c'est quand une œuvre arrive à activer les 5 sens des fidèles, soit au moment, dans des moments importants des rites liturgiques. Donc, il peut y avoir, je ne sais pas moi, pendant des messes ou pendant
des déplacements en fait au sein de l'espace, et c'est la manière dont cette œuvre va impacter la perception en fait du dévot par rapport à sa propre foi en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous expliquer et expliquer à nos auditeurs ce qu'est un tabernacle? Alors un tabernacle, déjà ça peut prendre plusieurs formes. Soit c'est sous la forme, donc toujours, travaillée, donc sculptée et cetera, d'une petite armoire, à l'intérieur de laquelle, on va avoir, différents éléments. Ça peut être l'hostie et cetera. Soit sinon, ça peut être sous forme d'une structure un peu plus imposante, qui va être placée au-dessus d'un autel, d'une image miraculeuse, de reliques et cetera. C'est vraiment le point, on va dire, de culte, entre guillemets, le plus important dans l'espace, sacré, donc dans l'église ou la cathédrale ou dans le lieu de culte. Et ce qui est intéressant avec le tabernacle, c'est qu'à l'origine, le tabernacle, c'est tout simplement «l'habitation» entre guillemets de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que c'est, l'endroit le plus sacré puisque, dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'est la résidence et le centre de ralliement, de la communauté, chrétienne. C'est pour ça que ce sont des structures généralement qui sont très décorées, très comment dire? Travaillées tout simplement, parce que c'est un point, de «focal» entre guillemets, dans l'espace, liturgique et ecclésial. Ça structure en fait réellement l'espace. Ok, d'accord, très bien. Merci pour ces explications. Donc maintenant, on va passer sur un plan un petit peu plus personnel, sur tes ressentis face à cette expérience qui est le doctorat. Ça fait combien d'années maintenant que tu es engagée dans ce parcours? Alors là, je suis au début, en quelque sorte, de ma 6e année de thèse. Ok. Voilà, et je termine, normalement, si tout va bien, je termine, mais tout ira bien puisque voilà. Oui. Mais je termine, au mois de juin, en fait. En théorie, je rends mon manuscrit, à l'été pour Ok. pouvoir soutenir, à l'automne 2025. D'accord, très bien. Est-ce que tu as déjà une préparation particulière pour le jour de ta soutenance ou pour l'instant, tu continues à travailler comme d'habitude et puis tu verras ça au dernier moment? Alors, je verrai pas ça au dernier moment, mais pour l'instant, c'est vrai que je me concentre, j'essaie de pas me parasiter l'esprit, on va dire, avec la soutenance. Là, je suis vraiment dans une phase de rédaction et de relecture de différents éléments, déjà, rédigés, et ce qui est assez, compliqué en ce moment, c'est d'arriver justement à rassembler. J'ai eu comment dire? L'idée d'écrire ma thèse, un peu à l'envers. J'ai commencé par la fin de ma première partie, puis j'ai remonté, vers le premier chapitre, et ensuite je suis repassée sur mes autres parties que j'ai écrit chronologiquement. Donc maintenant, j'essaie de rassembler tout ça et de lier l'ensemble, pour pouvoir justement en faire, un texte, beaucoup plus clair et beaucoup plus lié que ces différents fragments qui donnent différentes réponses, sur la sculpture polymatérielle, sans qu'il y ait de réel rapport entre guillemets entre les chapitres. Donc en ce moment, c'est vrai que je suis beaucoup prise par ça et du coup, j'ai pas vraiment pensé, à comment je vais préparer ma soutenance. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que notre soutenance, on a le temps entre guillemets de la préparer puisqu'on a 2 mois entre le rendu du manuscrit et la soutenance, et je pense que c'est à ce moment-là que je vais vraiment, me replonger, dans la préparation de la soutenance. Avant, je pense que ça n'a pas grande utilité puisque comme j'ai pas encore écrit ma conclusion et cetera, ça m'est difficile de pouvoir, enchaîner, on va dire, sur des questionnements auxquels j'ai pas encore répondu. C'est ça, chaque chose en son temps. Exactement. Finalement. Donc 6 ans, c'est pas rien, en effet. Est-ce que ta thèse a changé? J'imagine que oui. Et est-ce que c'est un sujet que tu abordes facilement avec tes proches? Est-ce que tu arrives à le rendre accessible aux gens autour de toi? Voilà, comment tu partages en fait ta passion avec ceux qui t'entourent? Alors, déjà ma thèse, enfin, les personnes qui me connaissent, mes proches, que ça soit ma famille, mon conjoint, mes amis, connaissent en fait, mon sujet de thèse parce que naturellement, on en parle. C'est tellement, prenant d'être dans une thèse qu'on ne peut pas, éviter le sujet. Déjà, on a notre famille qui nous pose souvent la question, alors là, je parle pas spécialement de mes parents, mais je parle par exemple des grands-parents, qui savent pas trop, à quoi ça correspond, et la seule question qui revient, c'est: «Bah, quand est-ce que tu as terminé? Où est-ce que tu en es? Est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à avancer?» et cetera. Donc c'est assez drôle parce qu'en fait,
la première chose généralement qu'on nous demande, c'est le titre de notre sujet. Si la thèse, c'est pas trop difficile, et quand est-ce qu'on la rend? Donc, c'est quelque chose obligatoirement par lequel on passe. Donc déjà, il y a cette chose-là. Et puis après, moi, j'ai la chance d'avoir des parents, un conjoint et des frères qui s'intéressent naturellement à mon sujet de thèse. Après, je suis peut-être aussi, on va dire, tellement passionnée qu'ils n'ont pas trop le choix que d'écouter et que d'en parler. Mais mes parents, par exemple, me relisent énormément. Ma mère relit entièrement le manuscrit de ma thèse, tant pour les corrections que aussi pour avoir un regard extérieur sur mon sujet. Mon père relit tout ce qui est lié aux sciences, à la géologie, etc. Quand je suis bloquée sur certains pans, notamment dans la mise en place de la rédaction, j'ai besoin en fait de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir échanger aussi avec mon conjoint, où je donne mes idées à l'oral et puis on note, le fait en fait d'en discuter, ça permet de se débloquer et de se lancer sur la suite. Après aussi, des fois c'est tout naturel, je sais pas, on part en vacances, j'ai tellement d'œuvres en fait éparpillées un peu partout que y a des moments où on part en vacances, je sais pas moi, dans le sud de la France, en Italie ou en Espagne. Bah, j'impose un peu mon programme en me disant bah, j'aimerais bien aller à cet endroit-là pour qu'on puisse aller voir telle ou telle sculpture. Et quand on est devant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça soit, enfin, quel que soit le proche, il s'y intéresse presque autant que moi et me fait découvrir aussi des choses. Donc, non, je suis pas quelqu'un qui cache, entre guillemets, mon sujet de thèse. Au contraire, je suis plutôt dans l'échange. Je pars du principe que ça peut vraiment aider. Après, j'ai des amis avec qui je n'en parle pas ou très peu, parce que déjà, ils ne comprennent pas le choix de faire un doctorat après un master, ou voilà, déjà le master pour certains, c'est un peu obscur. Et on me remet souvent en place en me disant bon, bah, Camille, il serait peut-être temps d'arrêter l'école. Donc voilà, quand on me parle là-dessus, je me dis on va pas, ça sert à rien, on parle d'autre chose et c'est très bien. D'accord, très bien. Et si tu devais expliquer ta thèse, pardon, à un enfant de 10 ans, justement, si tu devais vulgariser au maximum ce sujet-là pour que voilà, même un enfant puisse la comprendre, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais que ma thèse porte en premier sur la sculpture en pierre. La sculpture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quel que soit son format, quelle que soit sa taille, etc. Et que je m'intéresse à la couleur de ces sculptures qui est apportée par d'autres matériaux. Je ferai bien la différence entre couleur peinte et couleur apportée par les matériaux. Je pense qu'un enfant est capable de comprendre la différence entre les deux. Et une fois que j'aurai expliqué ça, j'expliquerai que ce qui est important pour comprendre cette couleur, c'est d'arriver à se mettre dans la tête d'une personne vivant au Moyen-Âge et de comprendre que la manière dont on voit, nous, les sculptures, c'est-à-dire dans des musées, sous des lumières artificielles, totalement retirées en fait des lieux pour lesquels elles ont été créées, ne nous permettent pas de comprendre la sculpture dans le contexte pour lequel elle a été créée. Et c'est pour ça que c'est important qu'on arrive à se mettre dans la tête d'une personne du Moyen-Âge pour pouvoir la voir à sa juste valeur. Voilà, je pense que j'expliquerai ça comme ça, sans essayer de rentrer réellement dans le détail de tout ce que ça peut apporter, etc. Et surtout que ce qui est bien avec mon sujet de recherche, c'est que comme je traite d'objets qui sont plutôt, c'est réducteur, mais qui sont quand même très beaux, très luxueux, ça a tendance à attirer l'œil et on peut très vite capter l'attention des gens par rapport à ça. Oui, ça facilite Oui. les choses. C'est pas plus mal. D'accord. Avant de conclure, je vais refaire un petit retour en arrière sur tes années à l'UPJV. Est-ce que tu te rappelles de ton arrivée? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué plus que d'autres? Un souvenir, peut-être, en particulier, qui t'a marqué ou qui résume plus ou moins bien tes années en tant qu'étudiante à l'UPJV? Alors, des souvenirs, on en a plein, je pense surtout pour les années de fac. Après, ce qui me marque comment dire? Oui, si, je pense que ce qui me restera le plus, c'est vraiment les premiers jours, quand je suis arrivée en licence. J'étais en BTS juste avant. On était, comment dire, plusieurs, en fait, on est plusieurs amis à être partis dans des directions différentes
Et je me rappelle m'être posé la question en arrivant à la fac en me disant il va falloir tout recommencer. J'arrive dans une nouvelle ville avec des personnes que je ne connais pas, dans un système universitaire que je ne connais pas. Et c'est vrai que de par ma nature, j'ai un peu de mal, on va dire, à m'ouvrir tout de suite, à aller vers les gens, etc. Et je me souviens avoir observé les différents groupes en fait de personnes qui se connaissaient déjà, etc. En me disant mais ça risque d'être compliqué. Et au final, pas du tout, puisque 2 jours après, je me suis fait des amis que j'ai encore, qui sont extraordinaires. Et voilà, enfin, je pense que c'est vraiment l'appréhension qu'on peut tous avoir quand on débarque à la fac et qu'on voit cette étendue de personnes sans savoir réellement comment faire. Et sinon, le deuxième souvenir que j'ai, c'est pendant mon Erasmus. C'est justement quand je me suis lancée dans ce projet d'Erasmus en me disant ça va être génial, etc. Et ça a été génial, hein. Mais une fois arrivée sur place, je me suis rendu compte que je parlais très mal italien, que j'ai dû faire des choses en administratif des tâches administratives que je n'avais jamais faites toute ma vie, même en France. Et je me suis rendu compte, c'est là que je me suis dit, c'est difficile d'être adulte et de s'assumer en tant que tel. Et c'est vraiment une sensation dont je me souviendrai toujours, cette fierté qu'on a après quand on nous délivre certains papiers d'inscription, etc. On se dit, bah, c'est bon, j'y suis arrivée, c'est le début de l'aventure, voilà. Pour moi, c'est vraiment des expériences qu'on ne vit qu'à la fac, ce genre de choses. Et notamment à l'étranger, etc. Très bien. On a des étudiants qui écoutent notre podcast aujourd'hui et qui hésitent peut-être à se lancer dans un doctorat. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Alors, oui. D'abord, le premier conseil que je peux donner pour les personnes qui veulent se lancer, notamment dans un projet de thèse en co-tutelle, c'est d'être organisé dès le départ. Chose qui est difficile, hein. Enfin, c'est facile à dire, mais difficile de le mettre en application. Pour plusieurs raisons déjà. Arriver à gérer tout ce qui est de l'ordre de l'inscription, qui est quand même assez compliqué sur certaines choses. Il y a beaucoup d'allers-retours entre nos directeurs de recherche, entre les différentes universités. Beaucoup de choses qui nous dépassent aussi, où en fait on n'a pas la main sur tout ça. On est juste là pour faire passer, entre guillemets, les différents documents. Et on peut être très vite dépassé par toutes les décisions, très vite inquiet aussi, parce qu'on voit des choses qui nous font peur, qui ne nous plaisent pas spécialement par rapport à tout ça. Mais il faut se dire que quand on s'engage dans une co-tutelle, du moins, tout au long du parcours, on va avoir droit à ces différents allers-retours entre les 2 universités. Après, aussi, c'est sur la capacité à travailler seul, parce qu'il faut quand même le dire, même si j'ai eu la chance d'être plongée dans des ambiances de travail très différentes entre l'INHA, où là, on avait vraiment une cohésion de travail entre tous les CER, etc., et la faculté, où au contraire, on est assez seul et c'est à nous d'aller vers les autres doctorants pour pouvoir échanger. Le conseil que j'ai, c'est de ne pas rester seul face à sa recherche. Ça fait du bien de pouvoir travailler en groupe, d'avoir des amis sur lesquels s'appuyer quand on a des doutes, ou au contraire, parce que la recherche, c'est pas que des doutes aussi. On fait beaucoup de découvertes, on est souvent content de soi aussi dans ce qu'on trouve, ce qu'on met en place, etc. Et c'est bien de pouvoir le partager. C'est bien aussi de pouvoir sortir un petit peu de sa recherche pour voir les travaux des autres personnes. Déjà parce que ça nous ouvre en fait sur d'autres d'autres méthodes de recherche, d'autres parcours, etc. Et ça peut nous donner des idées, mais aussi parce qu'il faut penser que on n'est pas tout seul et que les besoins qu'on a nous, les autres ont les mêmes, et que des fois on n'ose pas demander. Et il faut que ça soit des échanges naturels en fait entre les doctorants. Je conseille aussi de ne pas sous-estimer la complexité de la recherche, dans le sens où on est confronté à de nombreux supports en fait de documentation, autant des archives, enfin du moins en histoire de l'art, des archives, que des dossiers de restauration, que des dossiers d'œuvres, etc. On a toute la bibliographie à laquelle on a accès, surtout maintenant en fait. On a accès à des choses grâce à Internet et aux différentes bases de données. On peut se permettre de chez soi de lire des textes qui normalement sont conservés
par exemple, dans les plus grandes bibliothèques du monde, sans avoir à bouger, entre guillemets. Donc, je pense que c'est important de pas rester cloîtré chez soi et d'aller consulter sur place aussi, parce que ça a une autre dimension et ça permet d'échanger, là, pour le coup, avec les spécialistes. Par exemple, quand je me suis retrouvée face au dossier de restauration en italien, au début de ma thèse, j'étais un peu dépassée par par toute la terminologie, en fait, tant scientifique que patrimoniale, etc., employée. Et j'ai eu besoin de l'aide de personnes qui s'y connaissaient. Alors, ça passe déjà par des doctorants qui sont passés par là, ou des docteurs, des jeunes docteurs, etc. Et à partir de là, les gens nous donnent des noms de spécialistes et on remonte la chaîne comme ça. Et il ne faut pas avoir peur de remonter cette chaîne et d'aller voir des spécialistes, même si c'est des personnes qu'on a lues. Moi, je suis souvent impressionnée par le fait de me dire, mais je vais envoyer un mail et contacter une personne que je lis depuis le début de ma licence, par exemple. Et c'est très impressionnant de se dire qu'on contacte maintenant, qu'on en est à un niveau où on ne peut pas passer à côté. Et il faut prendre sur soi et se dire, certes, c'est quelqu'un qui a écrit des choses extraordinaires, etc. Mais il faut arriver à sauter le pas et se dire, allez, pour m'aider, j'ai besoin de cette personne. L'autre point essentiel, c'est aussi ne pas, sous-estimer l'utilité du réseau académique et professionnel. Donc déjà, j'en parlais juste avant, pour qu'on puisse s'entraider, etc. Mais ça permet aussi d'avoir accès à des informations qui nous sont parfois difficiles. Ou alors des sources auxquelles on n'avait pas pensé, des choses comme ça. Ça permet d'échanger sur sa recherche et de créer une espèce de liste de toutes les choses auxquelles seul on ne peut pas penser. Il y a tout le travail aussi sur les colloques, les séminaires, journées d'études, qui sont de véritables opportunités, tant pour faire connaître son travail que pour confronter en fait son recherche à d'autres approches. Et je pense que ce qui est important dans la recherche, c'est de ne pas se cantonner à ce qu'on sait, à ce qu'on sait faire. C'est important d'essayer de toucher à tout, entre guillemets, pour trouver sa propre méthode et à partir de là, la faire évoluer constamment. Donc, je pense que c'est à peu près les conseils. Si rester flexible, savoir s'adapter surtout. Je l'ai vu là, par mon expérience avec le Covid, où, comme beaucoup d'entre nous, j'ai commencé ma thèse avec le Covid. J'ai commencé ma thèse 4 mois après, 5 mois après, on était en confinement. Et c'est assez... on s'est un peu fait couper l'herbe sous le pied, entre guillemets, quand on commence. Et ça m'a permis d'apprendre à gérer justement les imprévus, d'apprendre à chercher autrement. Ça m'a forcé aussi à échanger à ce moment-là avec les gens pour justement arriver à pallier tout le manque qu'il y avait du côté des musées fermés, des bibliothèques aussi qui étaient fermées, des centres d'archives, etc. Donc vraiment rester flexible et essayer d'avoir confiance en soi. Alors ça, je sais que c'est un gros problème qu'on a tous, le syndrome de l'imposteur qui nous tient à la peau. Mais des fois, c'est quand même très, très handicapant, puisqu'en fait, on produit des choses et on se dit non, mais ça, soit ça a été dit, soit ça a été fait, soit on n'a jamais confiance réellement en ce qu'on écrit. Et on a toujours besoin de l'approbation, soit de nos directeurs de recherche, soit de différents chercheurs, ou en fait de personnes, on va dire, plus hautes, tant dans l'avancée professionnelle que hiérarchiquement parlant. Donc c'est une bonne chose, mais il faut faire attention à ce que ça soit pas handicapant, parce que pour le vivre, des fois, c'est assez difficile, on va dire, psychologiquement parlant, c'est un bien grand mot, mais de se dire à chaque fois, non, ce que j'ai écrit, c'est nul, je recommence, parce qu'à force de recommencer, on mange du temps sur la thèse et ça nous met en retard sur le planning. Donc, voilà. Alors très bien Camille, merci beaucoup pour ces précieux conseils qui, je suis sûre, parleront à bon nombre de nos auditeurs. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un dernier message à leur faire passer ? Alors un dernier message, oui. Le message que je peux faire passer, c'est que ça va être un peu bateau entre guillemets, mais se dire que quand on aime quelque chose, que ça soit la recherche, un sujet quel qu'il soit, qu'on est passionné par quelque chose, même si c'est plein d'embûches, qu'on sait que ça va être compliqué, etc., il faut y aller parce que ça vaut le coup. Et je le vois vraiment avec la thèse. J'ai beaucoup pesé le pour et le contre par rapport à cette expérience. Surtout en fin de thèse, là, quand on a envie que ça se termine, on veut rendre, on veut passer à autre chose. Non pas parce que notre sujet n'est pas intéressant,
mais parce qu'en fait, on se dit maintenant, il faut passer à l'étape d'après. Et c'est là que je me dis, pour passer cette étape, j'ai quand même vécu des choses extraordinaires que seule la thèse peut offrir, surtout la co-tutelle. Donc vraiment, faut foncer si on a l'envie de ce genre de choses. Faut y aller, faut pas hésiter. Très bien. Sur cette belle note, on va clôturer ce podcast. Merci beaucoup Camille pour ton témoignage. Merci à vous de m'avoir invitée. C'était vraiment sympathique et c'est une belle expérience, je trouve. Eh bien, c'est parfait. Merci à toi. Et d'ailleurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont les sujets que vous aimeriez aborder lors de nos prochains podcasts. À bientôt.